Nous sommes engagés. Public. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, c'est Denis Martel qui est au micro. Aujourd'hui, je suis avec Louis-Philippe Valiquette. Et nous sommes aussi en compagnie de Ronian Nozer. Salut les gars, cette semaine, le Québec s'enflamme pour le docteur Horacio Arruda et le Québec s'enferme aussi pour écouter Netflix et se protéger avec du papier de toilette. Donc, bienvenue les gars, vous savez peut-être pas, mais bon an, mal an, on est déjà au 100e épisode des engagés publics. C'est sûr que dans les circonstances, on n'a pas vraiment le cœur à la fête. C'est plus mal an que bon an. Mais... Sais-tu, j'ai dit quoi? J'ai dit bon an, bon an? Non, t'as dit bon an, mal an, mais je dis aujourd'hui, c'est plus mal an que bon an. Oui, je pensais que j'avais dit mal an, banan. Puis, de toute façon, c'est pas tellement grave. Hein? François Legault nous a dit que c'était pas le temps de faire des parties. Fait qu'on suit les règles, les gars, et je vous interdis de vous réjouir de ce 100e épisode. Moi, je me réjouis, et le docteur Arruda nous a dit de faire de la danse en ligne par FaceTime. Donc, je vous invite tout le monde à faire ça pour fêter le 100e épisode des engagés publics. C'est un excellent jeu de mots, je ne l'avais même pas encore vu. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on a un engagé public qui est un spécialiste de la danse en ligne. On faudrait le mettre à contribution pour satisfaire les demandes du docteur Horacio. Ah, c'était bizarre, ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, écoutez, on est là aussi pour amener notre contribution dans ce contexte-là. Donc, j'invite évidemment tout le monde qui est à l'écoute à vraiment respecter les règles qui nous sont demandées. Le tout, c'est vraiment pour le bien collectif. On a vu aujourd'hui qu'on est mardi. Il y a eu une augmentation des cas assez importante au Québec. Je pense même que la province de Québec, ça fait mal de dire ça, a pris les devants, ça aussi, ça fait mal, au point de vue du nombre de cas au pays. Aïe, ça aussi, ça fait mal. Puis, donc, il faut prendre les choses au sérieux. Il faut faire toutes les choses dont on nous demande au point de vue de la santé publique et de l'hygiène. Je pense que c'est ce qu'on peut dire pour éviter le plus possible les risques de propagation du virus. Donc, lavez-vous les mains, éternuez dans votre coude, évitez les contacts directs, restez chez vous, laissez faire les petits parties égoïstes, laissez faire les poignées de main, privilégiez les pratiques alternatives. Je suis pas sûr de ce que ça veut dire, mais je lis ce que François m'a écrit, mais en même temps, ça me met un petit sourire en coin. Si vous êtes malade, évitez les contacts avec les autres personnes. Là, c'est vraiment important de respecter toutes les règles de distanciation si vous êtes malade, parce que de toute façon, de plus en plus, vous voyez, il peut y avoir des conséquences légales ou même judiciaires, juridiques, comment qu'on dit, LP et Modom? Dans un contexte. On peut dire les deux. On peut dire les deux, merci. Parfait. Puis, continuez à vous informer, suivez l'actualité. Vous le savez, depuis un certain temps, une journée égale 10 ans. Donc, puis vous pouvez vous renseigner en visitant les différents sites web qui sont mis à notre disposition. Je vous laisse les trouver, c'est quand même assez simple. Donc, dans l'actualité, on n'est pas en fait encore vraiment à l'actualité. Avant, j'aimerais faire un peu puis ça devient intéressant de partager chacune de nos expériences parce que tout le monde a fait des apprentissages dans ce contexte-là. C'est quand même assez nouveau, puis espérons qu'on n'aura pas à vivre ça trop souvent. D'ailleurs, moi, si je peux me permettre, c'est une chose qui me marque de voir à quel point, à quelque part, ça nous rapproche, cette crise-là. Je parle avec des clients, puis souvent, on peut passer peut-être les premiers 5 à 10 minutes de nos discussions à avoir des contacts je pense pas que j'aurais eu en temps normal. On parle vraiment sur des points de vue personnels. On échange sur la façon dont on le vit. Des fois, les propos viennent même très, très personnels. Puis, je serais curieux de vous entendre, les gars, là-dessus. Comment vous vivez votre pandémie? Quels ont été les impacts sur votre vie? Louis-Philippe, commençons avec toi. Es-tu très, très, très affecté?
Pas énormément. Tu sais, je travaille dans une compagnie de jeux vidéo. Mais moi aussi, je suis encabané, hein, mais je suis capable de faire la plupart de mes activités à partir de la maison. Puis, malheureusement, quand les gens sont encabanés, ben souvent, ils se tournent vers les types de médias qu'ils peuvent consommer. Donc, heureusement pour ma compagnie, les jeux vidéo. Fait que c'est sûr que notre économie, plutôt notre industrie, que ce soit dans les dernières crises, même à la suite de 2008, notre économie a été, notre industrie a pratiquement pas été touchée, ou en tout cas a moins été touchée que d'autres industries. Fait que moi, j'ai mon bureau à distance, mais c'est juste que c'est sur mon bureau à la maison. Fait que je fais partie quand même des privilégiés là, qui auront probablement pas beaucoup d'impact négatif suite à la crise. Puis, vu que je me considère comme faisant partie de ces gens-là, je passe l'argent que je dépenserais pas en sortie pour essayer d'aider un peu plus. Fait qu'en donnant à des organismes, par exemple, là, que ce soit le Club des petits déjeuners, l'Itinéraire ou les banques alimentaires du Québec. Puis sinon, à part de ça, ma barbe puis mes cheveux poussent. Oh! Puis, on va vouloir voir ça. Ouais, je me pose beaucoup de questions sur comment est-ce que, en tant qu'individu, tu devrais agir dans une situation comme laquelle on se trouve en ce moment. Est-ce que tu dois faire plus de commandes en ligne? Tu serais comme, peut-être que c'est mieux, mais si tu fais des commandes en ligne, là, dans ce cas-là, tu engorges le système qui sont supposés d'aller porter peut-être des denrées qui sont plus essentielles que ce que toi tu as besoin. Fait que ma caisse de 12 bouteilles de vin est peut-être moins essentielle que quelqu'un qui se commande de la bouffe. Puis finalement aussi, moi je m'évade de la condition de distanciation sociale là, en jouant à un jeu vidéo en réalité virtuelle où est-ce qu'on se trouve dans une ville en quarantaine juste pour changer d'ambiance un peu. Puis là, tu as le droit d'aller te rapprocher des gens dans cette ville-là en VR. C'est des zombies, fait que j'aime mieux qu'ils se rapprochent pas trop. Fait que... Toi, Ronnie, comment ça se passe? Est-ce que tu es en contact avec des zombies réels là, dans les rues de Montréal? Non, écoute, moi, dans le fond, je suis allé me réfugier chez mes parents. J'ai cette chance-là de les avoir à Montréal. Fait que je suis allé passer du temps en famille, donc je vais pas mal passer la majorité de mon temps là-bas. C'est sûr que je vais retourner à mon appart quand je vais en avoir besoin pour aller chercher des affaires, tout ça. Mais normalement, j'ai encore ma session d'école aussi qui est pas finie. Donc, je fais mes cours en ligne. C'est un peu déstabilisant, là, surtout que ça c'est comme arrivé soudainement qu'ils ferment l'école, tout ça. Sinon, j'écris beaucoup. Je m'entraîne un peu à la maison. J'écoute Netflix quand je peux. Je fais des lectures. Là. Je suis en train de lire en ce moment les œuvres d'Émile Nelligan. Je connaissais quelques poèmes, mais j'avais vraiment jamais lu tout ça au complet. Donc, j'ai décidé de jeter un œil à ça. Puis j'ai d'autres lectures que j'aime faire, que je veux faire. La peste, notamment de Camus. Des lectures un peu qui présentent des situations similaires à celles qu'on vit en ce moment, mais peut-être plus drastiques. Sinon, les memes, ça me divertit beaucoup. J'adore les memes. J'en fais beaucoup d'ailleurs dans ma story Instagram. Fait que si jamais, oui, d'ailleurs, je suis un de tes fans, puis je rigole franchement à voir tes memes. Je te dirais que t'as vraiment un bon sens du meme. Mais merci. Sinon, j'ai mon rendez-vous quotidien avec Horacio Arruda que je ne manque pas. C'est vraiment, on va reparler de M. Arruda. Sinon, je communique beaucoup de façon numérique, comme tu disais, Denis, avec tes clients. Là. Moi, je parle à des amis avec qui j'ai pas parlé depuis longtemps. On se fait des FaceTime juste pour voir comment tout le monde va. C'est une façon de reconnecter. Puis j'ai un message pour les gens de ma génération. Je sais que vous voulez sortir, je sais que vous voulez faire le party, mais s'ils annulent l'été parce que vous avez été con puis vous n'êtes pas resté chez vous, je vais être vraiment fâché, puis vous aussi. Fait que restez chez vous. Faites pas fâcher Ronnie, ok, s'il vous plaît. Vous aussi, vous allez être fâché, parce que là, s'il annule genre Oshiaga puis d'autres affaires puis tout, parce que vous n'êtes pas resté chez vous, mais vous allez être vraiment fâché. Fait que s'il vous plaît, restez chez vous. Puis on va s'en sortir. Puis si vous voulez faire des apéros par FaceTime, je suis willing. Donc contactez-moi, on va se boire du vin ensemble. Puis on va parler de ce qu'on a hâte de faire cet été. Écoute, j'aurais envie de t'entendre sur la réalité de l'école à distance. Parce que là toi, tu es à quel niveau scolaire? Hein? Moi, je fais ma maîtrise en ce moment au HEC.
tu fais ta maîtrise au HEC, il n'y avait aucun de tes cours qui était à distance. Tout était en présentiel, right? C'était tous des cours en présentiel, exactement. Puis là, soudainement, donc l'école a arrêté d'un coup sec. Tu as eu un moment sans école et soudainement, tranquillement, l'école est en train de se réorganiser autour d'une plateforme en ligne. Mais je te dirais que mes profs ont été assez efficaces. Donc, les séances après, donc directement, quand on fermait l'école, on avait déjà des cours en ligne la semaine suivante. Donc, on utilise Zoom, la plateforme, c'est vraiment efficace. Ah ouais, j'ai avec Zoom. Puis vraiment, tu sais, les profs, ils ont dit, OK, ben voici les lectures, faites-moi un petit travail pour résumer, genre, ce que vous avez fait comme intervention en classe. Puis, tu sais, ils nous préparent. Puis là, l'école demain va nous dire ce qu'ils vont faire pour le reste de la session. Il y a une pétition qui circule en ligne, signée par plus de 70 000 étudiants, qui demande une suspension de la session complète. Donc, puis d'accorder les crédits, dans le fond, puis de suspendre toutes les évaluations. Puis, ça se comprend parce que moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir mes parents, d'avoir le soutien, tout ça, d'être encore payé par le job à temps partiel que j'occupais, mais il y en a qui n'ont pas cette réalité-là. Donc, je comprends cette demande-là. Maintenant, je sais pas si ça va arriver. Peut-être qu'ils vont donner des exceptions à des gens qui vraiment sont dans le besoin puis que ça aiderait vraiment. Moi, je peux pas dire que je suis dans la misère puis que j'ai besoin de ça. C'est sûr que, bon, si tu me dis que j'ai plus à étudier, ça va me faire plaisir, mais en même temps, j'ai payé l'école pour apprendre, donc ça m'arrange de continuer à apprendre. Mais c'est certain que, tu sais, je comprends la réalité de certaines personnes, donc je suis certain que les autorités, le gouvernement puis les écoles vont faire la bonne chose, peu importe ce que la bonne chose finit par être. Quitte à rembourser certaines personnes pour les frais de scolarité, tout ça. Mais bon, fait que je pense que c'est une crise... Oui, pardon. Non, c'est bon. LP, je voulais savoir, ton setup de travail à distance, ça se trouve être quoi, toi? Moi, j'avais déjà la moitié de mon setup que j'ai, mais le bureau, il nous shippait du matériel qui venait directement de nos locaux, là, si on en avait besoin. Fait que si moi, je voulais mes 2 écrans, mon clavier, ma souris, ma tour, il m'envoyait tout. Okay. Mais sinon, je me connecte à distance sur mon ordi qui est là-bas. Puis sérieusement, c'est pas beaucoup de barrières à mon travail. C'est sûr que moi, je travaille beaucoup avec le public. En personne la plupart du temps, parce que je fais de la recherche utilisateur, là, fait que je parle aux gens puis je leur demande leur opinion. C'est beaucoup d'interviews, de focus group et des trucs dans le genre. Mais fait que là, c'est sûr que tout ça, il faut trouver des nouvelles façons de remplir notre mandat. Puis, tu sais, je pense qu'on se mentira pas, on n'est plus à discuter d'une période de 2 semaines à combler, là, on parle de mois. Fait que c'est sûr que nous, on est en recherche de nouvelles stratégies de recherche puis tout ça. Mais, ça se fait. Mais comme je disais, tu sais, moi, ça m'affecte très peu. Je vais garder mon emploi puis tout. Puis tu sais, il y a d'autres gens qui sont peut-être dans... Peut-être aux études qui n'ont pas Internet, ce serait pas surprenant parce que normalement, tu peux avoir accès à tout ce dont tu as besoin à l'université. Puis là, soudainement, tu n'as plus accès à l'université, tu n'as plus accès à Internet. En fait, souvent, effectivement, tu as raison, c'est là que certains vont chercher l'ensemble de leurs ressources. Les services publics comme l'université, c'est pas pour rien que les bibliothèques sont si bien garnies, sont rendues maintenant bien équipées au point de vue mix média, multimédia. Ils vont ils vont prêter du matériel et ainsi de suite. Quand tu n'as plus accès à ça, c'est sûr que c'est moins simple. C'est sûr, je trouve ça le fun de voir aussi que les gens s'adaptent, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu trop tendance, puis vraiment ma réflexion me vient là rapidement de ce que Ronnie nous disait il y a 2 minutes, c'est que j'ai été, limitons, là, mais j'ai été un peu choqué d'entendre qu'il y en a qui militaient ou qui demandaient la fin, mais finalement, je comprends très bien le point, la fin de la session, je comprends très bien le point parce que en ce moment, souvent, ce qu'on voit, il y a toute une couche de gens actuellement qui supportent, qui maintiennent la société, qui maintiennent le fonctionnement de la société sans gants ni masque, pendant que les privilégiés, eux autres, sont comme heureux de prendre un petit pas de recul philosophique sur la vie. Cette pause nous aide beaucoup. Mais c'est vrai qu'on oublie un peu trop qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la difficulté. Merci vous, les gars, de nous avoir partagé cet aspect-là. Moi, puis aussi, l'autre élément que moi je voulais ajouter, c'est que je suis certain qu'il y a des trucs qu'on vit actuellement, qu'on est en train de défricher, d'expérimenter, qui vont rester.
par la suite. On repartira pas exactement comme on était avant, mais ça, on en a parlé la semaine passée. Je ne reviendrai pas sur ces aspects-là. On va revenir sur la gestion de crise. On va faire nos petits suivis. Je pense que c'est un élément, un sujet qui est incontournable. La gestion à Québec. Aujourd'hui, on parlait d'un total de 1013 cas. On est mardi. Lundi, le Québec est en pause pour 3 semaines. Honnêtement, ça a été un choc. Je vais vouloir vous entendre là-dessus. Quand moi, j'essaie de me déconnecter le jour parce que sinon, je suis pas capable de travailler. Si je suis l'actualité, je deviens rapidement tellement, je te dirais, les émotions se mêlent avec la somme des informations. Peut-être une petite anxiété, ce qui fait que j'ai du mal à vraiment me concentrer. Fait que je coupe, puis soudainement, ça s'est mis à popper de partout, comme quoi le Québec était fermé. Je ne savais même pas de quoi le monde me parlait. Tous les commerces et entreprises non essentielles sont physiquement fermés pour 3 semaines. Tous les rassemblements intérieurs et extérieurs interdits. Il y a eu beaucoup de confusion aussi, d'ailleurs, par rapport à ces éléments-là. Québec annonce un plan d'aide d'urgence de 2,5 milliards pour les entreprises. Moi, je suis fasciné de voir à quel point notre système est capable de prendre des mesures exceptionnelles, nos institutions sont capables de se revirer de bord en très peu de temps. D'ailleurs, vous venez d'en témoigner, les gars, au point de vue du travail à distance. La fameuse courbe qu'on cherche à aplanir, on a du fun, on fait des mimes, on aime beaucoup Dr Arruda, mais là, je me rends compte la réalité est en train de nous frapper, c'est que les courbes sont en train de se transformer en morts réelles. J'ai des amis qui ont qui connaissent, mais qui ont des morts du COVID-19 à 2 rues de chez eux. Là, soudainement, ça frappe. On a eu une grosse montée. Au moment, comme je vous disais tantôt, au moment de l'enregistrement, on est à 1013. Plusieurs entreprises sont affectées, beaucoup de pertes d'emplois, des mises à pied temporaires. Puis je dirais, c'est que pratiquement quand les gens sont chanceux, c'est temporaire, mais il y a encore une fois de très belles choses au point de vue de la solidarité qu'on voit là-dedans, des entrepreneurs qui soutiennent leurs employés, puis des messages déchirants à travers les différents médias sociaux là-dessus. Au point de vue politique, le Parti libéral a suspendu sa course. Mardi, aujourd'hui, on voit que le PQ, qui n'a pas encore suspendu la sienne, va se réunir à nouveau samedi prochain pour avoir un vote pour suspendre la course. Pour ceux qui me suivent sur les médias sociaux, j'ai été plutôt critique de cette réalité-là. Je trouve que le PQ est plutôt déconnecté. On n'en fera pas des masses là-dessus, à moins que vous me partiez. Ronnie, est-ce que François Legault gère bien la crise? Oui, absolument. Je trouve vraiment que, pour de vrai, j'ai réussi. C'est pas un secret, je suis pas un partisan de la CAQ. J'ai pas voté pour eux, je voterai probablement pas pour eux aux prochaines élections. Mais oui, François Legault me rassure et comme premier ministre, en ce moment, je suis vraiment fier de l'avoir ouillé. Puis évidemment, j'ai eu le gros coup de cœur pour le docteur Horacio Arruda, qui est vraiment, comme on dit en anglais, mon spirit animal. Je pense que c'est... Puis c'est un peu personnel pour moi, je vous explique pourquoi. Parce que moi, je suis le fils de parents immigrants qui sont des médecins à la base, qui ont été formés comme médecins. Et de voir que quelqu'un comme Dr Arruda, qui est le fils de parents immigrants aussi, réussit et occupe une position si importante dans la société. Et qui est rendu l'idole de tous les Québécois, by the way. Exactement. Puis il est authentique, il est naturel, tout ça. C'est inspirant pour moi. Puis je pense que c'est quelque chose qui montre le pouvoir de notre immigration, puis c'est la force de l'immigration. Mais en même temps, ça me rend triste parce que mes parents, on n'a pas reconnu leurs acquis quand ils sont arrivés ici. Puis mes parents, en ce moment, ils seraient vraiment heureux d'être à l'hôpital en train de servir leur communauté comme experts du domaine médical plutôt que d'être à la maison, puis leur business a dû être fermé à cause de la crise, justement, puis de se sentir un peu impuissant. Donc, je pense qu'on parlait justement de faire les choses différemment après cette crise. Ben, la reconnaissance des acquis, c'est une chose. Parce que là, moi, j'en ai 2 médecins en haut, là, où est-ce que je suis en ce moment, qui pourraient être en train de travailler. Ben, il y en a des milliers au Québec qu'on a condamnés à être des chauffeurs de taxi, à être des propriétaires de dépanneurs, tout ça. Puis il n'y a rien de mal à ces jobs-là. Mais ces gens-là ne sont pas venus ici pour faire ces jobs-là. Ils sont venus ici pour être des médecins.
Donc, non, je puis pense de que toute vraiment... façon, collectivement, ça serait un acquis incroyable. Ça serait beaucoup plus riche si on avait ces gens-là qui sont mis en situation de pouvoir. Je parle de pouvoir personnel, donc en capacité d'exploiter leur talent et les raisons pour leur expertise. Ça serait un gain pour toute la société aujourd'hui, mais je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Exactement. Ça, c'est le genre de choses que tu as raison. Tu sais, tantôt, je disais qu'on a vu les structures puis les organisations être capables de mettre en place des mesures exceptionnelles. Ben, je pense que ça, c'est une réflexion qui va amener à ce que tu es en train de nous dire. Exactement. J'espère vraiment qu'on va se poser la question puis on va se dire waouh, OK. Tu sais, mes parents là sont arrivés ici puis on leur a donné la citoyenneté de manière accélérée parce que ils sont arrivés en 91 puis qu'est-ce qu'il y avait en 95 en référendum, tu sais, puis on voulait que les immigrants votent. Aïe, wow. Première fois que je l'entends, celle-là. Non, mais tu sais, D'habitude, c'est les vieux péquistes des gris qui nous disent ça, là. Non, mais là, je me plains pas de ça, je fais juste rapporter ce que mes parents m'ont dit, tu sais. Ils me l'ont dit, tu sais, qu'ils ont eu la citoyenneté de manière accélérée. Ben, ça, mon père me l'a dit, en 4 ans, on a eu la citoyenneté. Ça, c'est vrai. Mais, à l'inverse, on n'a pas voulu de leur talent, puis on n'a pas voulu tu sais, mon père m'a raconté son histoire plusieurs fois. Il arrive ici, il connaît à peine le français, on lui dit, OK, tu veux être médecin, voici un examen à choix multiple de 300 questions. En français, t'as genre 3 heures pour le faire. Puis si tu le passes pas, ben tout bad. C'était ça l'intégration dans le temps, là, dans les années 90. C'est ça qu'on leur demandait. T'as jamais d'autres chances de le faire. C'est ça, c'était vraiment... faut comprendre leur contexte à eux. Mi-trentaine, arrivée de l'Union soviétique, il avait parti de la Syrie pour étudier là-bas. Déjà, il y avait la guerre froide qui était terminée, fait qu'il y avait un peu une réticence envers tout ce qui était soviétique, tout ça. En plus, on pense à tout ce qui est... mes parents avaient un jeune enfant, mon frère et moi, qui est né dans des conditions difficiles. Césarienne, prématurée, tout ça. C'est pas évident, tu sais. Puis là, on leur demande ce genre de truc-là. Je pense que vraiment, tu sais, on l'a échappé dans le temps. Puis là, maintenant, ça va mieux, l'intégration des acquis, mais c'est pas encore tout à fait ce qu'il faut que ça soit. Collectivement, on n'a pas les moyens de tu sais, puis je veux dire ça, puis je compatis beaucoup pour la situation, là. Mais en plus, si, par exemple, on manque de compassion par rapport à une situation comme celle-là, puis qu'on a envie de le regarder froidement, mais même froidement, c'est une erreur collective. Exactement. Louis-Philippe. Puis ultimement, comme René, tu dis, les gens qui arrivent ici, sont souvent dans des situations précaires, puis c'est pas le temps de on va prendre 2 ans où est-ce que tu seras pas employé, où est-ce que tu vas faire du rattrapage ou quoi que ce soit. Ça peut pas fonctionner pour eux. Mon père me l'a dit plusieurs fois, pourquoi ils nous ont pas juste comme mis dans un hôpital puis être comme tu parles pas la langue, c'est pas grave, observe ce que le médecin fait, apprends la pratique, puis apprends à parler français, tu sais. En même temps, sur le côté, tout ça, tu sais, les intégrer dans le milieu déjà. C'est ça, tu sais, de l'observation, peu importe. C'est bien plus dur de devenir médecin que d'apprendre le français, me semble. L'anesthésie, ça se fait pareil en Russie qu'ici, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a des pratiques un peu différentes, mais le principe, c'est le même, là. Louis-Philippe, ton appréciation ou ton évaluation de la gestion de crise au point de vue du gouvernement du Québec? Moi, je trouve que le gars, il fait un très bon suivi. J'aime ça. Il s'est rassuré, mais en étant relativement ferme là, sur les exigences de qu'est-ce qu'il faut respecter. Puis j'aime vraiment, comme Ronnie dit, je suis quand même fier de ce premier ministre-là. Là. J'aime qu'il a l'air d'un vrai chef d'État. Puis lui, puis toute sa gang, incluant naturellement M. Arruda, ça, tu sais, c'est un bon entourage, puis je fais confiance. Puis je pense que c'est pas quelque chose que tout le monde sur la Terre sont capables de dire, qu'ils font confiance à leurs dirigeants. Tu sais, en ce moment, on a vraiment augmenté le nombre de tests qu'on fait. Je pense qu'on est quand même en train de regarder c'est quoi les meilleures pratiques qui se sont faites, puis tu sais, que ce soit en Corée ou au Japon ou à Taïwan. Là, j'ai entendu quelque chose à propos de Taïwan qui disait que ils ont quasiment eu aucune crise, mais c'est parce qu'ils ont été extrêmement proactifs. T'sais, nous, on est pris en ce moment un peu dans la réaction, mais je pense qu'avec la fermeté des mesures qu'on prend, on devrait être capable de rattraper la courbe. Puis si on est capable de prendre notre temps pour dépister les gens, être capable de se faire un plan fonctionnel pendant que tout est fermé, puis avoir un bon tableau de c'est quoi l'état des choses au Québec dans 3 semaines, quand ça va être le temps de réouvrir, si c'est le temps de réouvrir, on va être d'autant plus prêt que
tous les autres endroits où ils décident de plus ou moins réagir. Là. On a parlé on commencé à entendre parler d'une possibilité de fermeture des frontières au sein du Canada. Est-ce que tu penses que ça sera une mesure nécessaire? Bien, déjà au Québec, on nous a demandé de, autant que possible, ne pas aller d'une région à l'autre. Ouais, fait que si ça vaut pour le Québec, ça devrait valoir pour le Canada entier. Tu sais, je vois pas... tu sais, si la consigne, ça devrait être qu'on reste à la maison puis qu'on a le moins de contacts possible. Le temps de faire du tourisme. Ben, exactement. C'est pas le temps de... Tu sais, ma blonde, ses parents... Son père il habite en Gaspésie, puis on aurait bien aimé y aller, mais avec les directives qu'il y a en ce moment, ben, on n'ira pas parce que si jamais on est dans les 2 caves de Montréal qui amènent la maladie à Gaspé, ça sera pas bien drôle. Exactement. Fait que ça devrait être la même affaire. Tu sais, il y a beaucoup de cas à Vancouver. Ben, c'est pas le temps que quelqu'un parte de je sais pas moi, Saint-Jean, Port-Joli, qui aille à Vancouver en voyage pendant une semaine, puis qui revienne à Saint-Jean après, puis qui infecte du monde. Ou, tu sais, autant à Montréal qu'à Vancouver puis à Toronto. Là. Le leadership auquel on est témoin actuellement est est-ce que c'est quelque chose, vous pensez, qui va rester à l'esprit des gens lorsqu'on sera en élection? Ronnie? Certainement. Je veux dire, moi, qui est politisé, qui suit la politique de façon quotidienne et de façon informée, j'ai étudié là-dedans aussi, puis j'ai travaillé là-dedans avant, c'est certain que je vais le considérer, mais moi, mes différences avec la Coalition Avenir Québec, M. Legault, sont idéologiques sur d'autres plans, mais sur cet enjeu-là, il faut reconnaître qu'absolument, c'est une crise sociale, c'est une crise historique. Laurent Turcot, à Tout le monde en parle, le disait, on utilise le mot historique à toutes les sauces. Ouais. Un chauffeur de Zamboni là, qui devient gardien de hockey, c'est pas historique. Là. C'est le fun pour lui, c'est inspirant, mais c'est pas historique. Mais ça, c'est vraiment historique. Écoute, on va en parler longtemps. Moi, je me rappelle où j'étais quand le 11 septembre est arrivé, quand j'avais 8 ans. Les gens vont se rappeler d'où ils étaient ou d'où ils habitaient ou ce qu'ils faisaient quand on était en confinement, pas mal tout le monde entier pendant le coronavirus. Donc oui, on va s'en souvenir. Puis c'est certain que comme les Québécois se souviennent de Lucien Bouchard pendant le verglas, ils vont se souvenir de François Legault pendant la crise du COVID-19, puis on va l'enseigner dans les écoles, puis ça va être un modèle à suivre pour les gestions de crise. C'est certain là, que ça va marquer l'imaginaire, puis tant mieux, parce que faut donner à César. Même, je voyais Philippe Couillard aujourd'hui dans les médias, qui disait que M. Legault gère très bien ça, puis lui donnait des conseils en tant que médecin, en tant qu'expert, tout ça. Mais il a lancé aucun pot à M. Legault, juste des fleurs, puis c'est la bonne chose à faire parce que effectivement, M. Legault, ça lui aurait nui là, de le faire. Non, effectivement, mais je veux dire en même temps, il aurait pu juste pas commenter sur la situation puis pas évaluer ce que le gouvernement fait, mais il a choisi parce qu'il est capable de reconnaître que tu gères une crise. Puis je pense que, sans rien enlever à M. Legault, je pense que les leaders en général, vont toujours. Moi, j'ai peut-être une croyance naïve que nos leaders, en général, veulent notre bien. Puis que, dans une crise comme ça, t'as pas le choix de te serrer les coudes, puis de mettre. Je pense que la CAQ, sur des enjeux sociaux peut-être un peu moins grand ensemble, genre qui touche pas toute la population comme ça, j'aurais des désaccords avec eux. Mais sur cette crise qui touche pas mal l'ensemble de la population, ils sont sur la coche, top notch, puis absolument qu'on va s'en rappeler pour des années, puis je vais avoir toujours de l'admiration pour M. Legault pour la façon qu'il gère cette crise-là. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense aussi que ça va avoir un impact sur le long terme. C'est dans des situations comme celle-là que les leaders ont la chance de se mettre de l'avant. On attend des leaders qui mènent le bal, qui deviennent des héros. On veut les voir, les manches rouler en train sur le terrain. Puis là, dans ce contexte-là, c'est un peu particulier comme image, mais vous comprenez l'idée. C'est pas le temps de faire de la politique. Puis ceux qui sont dans les petits calculs politiques en ce moment sont desservis dans la situation actuelle. On veut des gens qui nous communiquent des plans simples. On veut que les statuts, les règles soient ignorés pour passer aux gestes exceptionnels. Faut mettre de l'avant notre résilience, mais d'une façon aspirationnelle, pas d'une façon défensive. Il faut démontrer de l'expertise.
Puis au Québec, on est bon là-dedans parce que, tu sais, on en a géré beaucoup, puis souvent, on se tourne pas vers le fédéral pour... Tu sais, tant qu'on n'a pas besoin de l'armée, on essaie de gérer les affaires par nous-mêmes. Puis je pense que c'est vraiment tout à notre honneur, puis c'est pour ça qu'on est capable de faire de l'aussi bonne gestion de crise, que ce soit en cas d'inondation, en cas... Tu sais, puis ça peut remonter à longtemps. On en a eu tout plein de crises, des inondations au lac Saint-Jean. Des inondations. Ouais, ben c'est ça. Non, mais tu sais, comme puis après ça, les inondations dans le sud du Québec. Imagine, là, mais ça va repartir ben oui, bientôt, c'est sûr. Puis, tu sais, à force de ça, les périodes de gel, les périodes bon, on avait eu l'H1N1, c'est sûr que c'était pas aussi extrême qu'en ce moment. Le verglas, tu sais, la crise de 2008, c'est sûr que ça, c'était mondial aussi, mais on est bon pour gérer ces problèmes-là parce qu'on s'en remet autant que possible à nous-mêmes. Puis, tu sais, les décisions puis les mesures qui sont prises aujourd'hui vont résonner dans le temps. Puis moi aussi, je pense que ça va aller jusqu'à l'élection. Mais tu sais, justement, mais là, pour l'instant, tout va bien. Puis là, on le sait pas. Là. Ouais. Peut-être que là, on est, comme je disais tantôt, on est encore un peu, je trouve on la trouve encore facile. Là, avec, tu sais, on a du fun, on fait des mimes, comme je disais, mais là ça va, les courbes vont se transformer en mort. Là. J'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir sur l'esprit puis sur le moral de tous. Ronnie, tu voulais ajouter un truc? Oui, mais justement, là-dessus, là, je pense que c'est le moment, tu sais, le plus possible, tu sais, parce que je vois des choses en ligne, là, des commentaires, des fois, puis ça, je vais en parler, là, c'est surtout en lien avec le fédéral puis Justin Trudeau, puis ça, mais je vais en parler au prochain segment, mais je veux dire, pas le moment de se diviser, puis de mépriser, puis d'insulter. Puis ça, je vois certaines personnes en ligne qui disent des choses un peu pas correctes. Puis c'est le moment vraiment d'être unis, c'est vraiment le moment. Puis si vous avez rien de pertinent à dire, puis si vous avez juste de la division puis de la haine à propager, à mettre de l'avant, à propager, pas que vous n'avez pas le droit, mais gardez-vous une gêne. Allez lire un livre. Moi, je pense, Ronnie, que dans ce contexte-là, il y a une sélection naturelle qui se fait, dans le sens où on est dans un contexte où on est pas mal plus... Les gens, actuellement, ont beaucoup plus envie de se serrer les coudes, de se rapprocher que de se diviser puis de se déchirer. Fait que, tu sais, les commentaires mesquins, au même titre que je disais tantôt, c'est pas le temps de faire de la politique, tu sais. Puis je le sais de quoi tu fais directement. Puis allons-y, on va parler de la gestion de crise à Ottawa parce que il y a eu au fédéral la gestion de crise de Justin Trudeau a été dénoncée. Je suis le premier à le faire, puis je le fais avec un certain plaisir, dans le sens où c'est un plaisir malsain, j'en conviens. Mais c'est parce que en réalité, c'est pas parce que le seul plaisir qu'on peut tirer d'une réalité comme celle-là, c'est que ça fait quand même une démonstration de choses qu'on disait antérieurement. Fait qu'effectivement, c'est pas le temps d'exagérer, d'appuyer là-dessus à outrance, parce qu'on est quand même tous dans le même bateau. C'est d'ailleurs une des lignes importante pour les engagés publics. Cette semaine, là, écoute, là, j'ai pas les derniers chiffres là, parce que c'est rendu que c'est difficile à suivre. Là. J'imagine, LP, toi, tu as les meilleurs tableaux de bord possibles et imaginables pour suivre tout ça. À 2608, là, je t'ai mis le bon chiffre. Fait qu'à 2608 cas aujourd'hui, on est, ça c'est au point de vue fédéral. Justin Trudeau a demandé aux Canadiens de faire des sacrifices, de pratiquer la distanciation sociale. Mais c'est tous les éléments qu'on connaît, là, de limiter les déplacements, de travailler à la maison, rester chez nous. On continue d'encourager les Canadiens à rentrer au pays. La Chambre des communes va être rappelée mardi pour adopter des mesures économiques spéciales. Je pense encore une fois, j'arrête pas, je reviens depuis le début de l'épisode sur les mesures exceptionnelles. C'est aussi le temps de le faire au Canada. J'espère, entre autres, que toutes les gestions de l'aide financière, il va y avoir beaucoup de raccourcis qui vont être mis en place. Tu sais, j'ai vraiment peur de la façon, on a vu comment est amené Phoenix auprès des employés. C'est pas pour nous mettre en confiance pour la gestion de l'aide, alors qu'on sait que c'est les systèmes informatiques de l'assurance chômage qui vont s'occuper de tout ça. Moi, j'ai peur que les gens, à cause des considérations bureaucratiques et organisationnelles, des malfonctions organisationnelles, souffrent. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans ce contexte-là, si tu as un petit côté un peu déjà politiquement indépendantiste, ben, tu as envie de taper là-dessus, Ronnie. Mais Ronnie, puis j'en conviens avec toi, on n'est plus
On n'est plus à ce moment-là. Là, à un moment donné, il faut passer à autre chose. D'ailleurs, tu sais, je disais les fameux calculs politiques. Ben, vous avez vu, là, les conservateurs refusent, eux autres, de retarder la course à la chefferie. Ils l'ont flairé, là. Eux autres, ils l'ont flairé, ils le savent. Puis, tu sais, au même titre, tantôt, on disait les bons coups vont être présents encore lors de l'élection. On sait très bien qu'on est dans un contexte minoritaire. Ben, les mauvais coups aussi vont être présents lors de la prochaine élection au fédéral. Puis là, ben, les gens qui font des calculs politiques l'ont bien senti. Ronnie, est-ce que Justin Trudeau, puis je vais te laisser faire terminer ton point là-dessus, gère bien la crise? OK. Au début, moi aussi, j'étais confus. Puis moi aussi, j'étais pas rassuré. Parce que, oui, effectivement, il communiquait pas bien. Sa femme a eu le diagnostic, fait qu'il était réfugié chez lui, puis on savait pas trop ce qui se passait. Puis oui, il y avait une déficience de contrôle à l'aéroport Montréal-Trudeau. D'ailleurs, tu sais, bravo à Mme Plante. Puis ça, juste pour faire une parenthèse, j'ai travaillé à l'opposition dans une vie passée, au municipal, mais j'applaudis Mme Plante d'avoir pris l'initiative d'envoyer des gens de la santé publique de Montréal pour aller voir ce qui se faisait. Mais moi, je pense qu'un leader, un dirigeant, c'est quelqu'un qui sait s'ajuster, prendre les critiques et s'ajuster, dans le fond, en temps de crise. Puis je pense qu'ils l'ont fait. La gestion de la frontière américaine, ça a pris du temps, mais ça a été bien fait de négocier avec Trump, parce que Trump est instable, Trump fait n'importe quoi, puis tu veux pas que ce gars-là décide de te couper les Non, il fallait pas que ça soit fait à sens unique, ça c'est clair. Exactement. Fait que je suis très content d'entendre ça. Mais moi, la chose... J'ai lu une chronique, OK? Puis je veux vraiment vous en parler de cette chronique-là, puis après, je vais vous laisser le chemin pour faire la suite. C'est que... Je veux la citer parce que c'est quelqu'un qui enseigne à mon université. Nathalie Elgravly-Lévy. Elle a écrit une chronique qui s'appelle « Le traître », OK? En parlant de Justin Trudeau. Puis je veux juste vous citer un passage. Trudeau a trahi le peuple. Il l'a livré à un microscopique terroriste. Maintenant, il veut jouer les sauveurs et racheter ses insanités à coût de milliards de dollars de dépenses. Ça, là, c'est comme un statement avec lequel j'ai entièrement un problème. Parce que de dire que tu as trahi le peuple et que tu as livré le peuple à un microscopique terroriste en ne fermant pas les frontières plus tôt, c'est vraiment imputer des propos indignes, des motifs indignes à quelqu'un. Et ensuite, on dit que le fédéral veut racheter ses insanités à coups de milliards, mais c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de stimuler l'économie puis d'aider les gens qui sont dans le besoin, qui perdent leur job. Puis je trouve ça déconnecté, puis c'est le genre de commentaires que je vois circuler beaucoup. Puis aujourd'hui, Justin Trudeau a même reçu des menaces de mort. Tu sais, ça va trop loin. Ça va trop loin, puis... Si je peux me permettre... C'est vraiment ça va trop loin. Nathalie Elgravly... c'est exactement dans le truc que je disais tantôt. Elle fait de la petite politique. On la connaît, là. Je veux dire, elle est peinturée conservatrice jusqu'à ce que mort s'en suive. Probablement une partisane voyons, des... comment ils appellent les Chicago Boys, là. Faut pas... on s'entend que moi, je pense pas que son propos soit... ait un impact important. Je trouve qu'elle se dessert elle-même. Mais tu as raison, c'est triste de voir ça dans cette situation-là, mais c'est... elle a quand même eu une tribune là, importante. Là. Elle est pas passée dans le journal local, machin, ou le journal des extrêmes droitistes. Mais je sais pas trop. Vivre dans un monde où ces gens-là n'ont pas la chance de s'exprimer? Moi, ça me dérange. Tu sais, je comprends votre point. Puis au même titre, tu sais, en fait, tout le monde qui tombe dans la basse partisanerie actuellement, puis dans l'insulte, puis on n'a pas besoin de ça. Puis tu en as bien fait la démonstration, Ronnie, merci. Depuis le début, je pense que c'est l'élément, moi, je trouve qu'il ressort de notre discussion, c'est qu'on est à un moment où il faut mettre ça de côté. Puis ceux qui ne le font pas, en réalité, honnêtement, les gars, ils se desserrent eux-mêmes. On n'a même pas besoin d'être dénoncés. Je les trouve ridicules, je l'entends. Écoute, ce que tu viens de nous lire, c'est tellement... C'est avec tous les qualificatifs, vraiment, les superlatifs, vraiment très... Ça n'est drôle. Louis-Philippe, de ton côté, as-tu le goût de taper sur la tête de Justin? Penses-tu que c'est le temps de frapper un gars qui est déjà à terre? Ah non, ça c'était méchant. OK, vas-y, je t'écoute. Ben, tu sais, comme c'est clair là, que je n'entrerai pas dans les tu sais, comme peut-être la pire affaire que je vais dire, là, c'est qu'il y avait l'air d'un, je sais pas moi, d'un pangolin gelé sur la route avec les phares dans les yeux au début. mais ça, c'est sûr que ça s'est amélioré, puis... Pour moi, premièrement, je pense que le fédéral gère plus la crise d'un point de vue
pour son organisation, pour l'économie, et moins pour les gens. Je pense qu'au Québec, on a vraiment mis l'emphase sur les individus qui vivent ce problème-là, alors que du point de vue canadien, on le vit plus comme une crise, peut-être plus d'un point de vue macro. Un contexte international qu'il faut considérer quand tu es au fédéral. Oui, absolument. Mais j'ai l'impression que plus, ils regardent plus les structures, puis moins vraiment qu'est-ce qui se passe dans le quotidien des gens, puis comment adresser ces problèmes-là spécifiques. Puis c'est peut-être pourquoi, entre autres, ils ont eu de la difficulté à réagir, ils ont réagi plus lentement, puis sont encore, ils ont l'air beaucoup moins de vouloir notre bien quotidien que le gouvernement du Québec. Puis c'est pas parce qu'ils veulent pas notre bien, c'est juste la présentation du truc. Exactement. C'est une question de beaucoup de communication. Puis c'est peut-être drôle parce que s'il y a un gouvernement qu'on aurait pensé extrêmement performant au point de vue des communications, c'est bel et bien la gang de Justin Trudeau. Ils ont gagné leur première élection avec des communications exceptionnelles qui ont fait école au Canada. Puis là, soudainement, ils sont même plus capables de se mettre de l'avant puis de gérer ce truc-là. Puis Justin, tu le vois, il souffre au point de vue de l'image. Il y a de la misère à supporter ce qui est en train de lui arriver. On voit que personnellement, même ça l'atteint. Il y a de la misère à vivre avec le déficit au point d'appréciation qui est en train de s'installer. Mais donc, parce qu'au point de vue international, je pense qu'il est là tout le défi, puis c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas été en mesure d'avoir l'air aussi réactifs, que ceux qui, tant qu'à ça, les villes auraient pu avoir l'air encore plus réactives que Legault, à la limite, parce qu'ils sont directement en contact avec des éléments très concrets, sont en contrôle, ils ont les mains sur des choses très concrètes. Donc, c'est le défaut. Ben là, c'est sûr que la fermeture des frontières, ça a été long, là, ça a été bizarre, mais c'est dans un contexte. Moi, c'est vraiment la communication, puis c'est ce qu'on nous disait à ce moment-là. On nous laissait dans l'expectative que c'était peut-être pas scientifiquement pas si vrai que ça, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Les faits ont démontré qu'il fallait tout fermer, puis ils sont en train de tout fermer d'une façon en ce moment, en se vantant. À chaque fois qu'ils ferment de quoi, c'est rendu un moment important qu'ils mettent de l'avant comme étant un moment positif pour la gestion de la crise. Ben, à l'époque, c'était comme « Ouais, c'est pas si sûr que ça, que c'est important de le faire. » Donc là-dessus, ça met pas les gens en confiance parce que les discours sont doubles. Puis malheureusement, au final, ce que ça nous laisse, c'est entre autres un traitement pas mal inégal de province en province. Puis, si tu regardes aujourd'hui, on nommait les statistiques, on disait 2600 cas au Canada au complet, dont 1013 au Québec. Ça donne l'impression qu'au Québec, on a beaucoup plus de cas qu'ailleurs, mais en même temps, ici, on traite quelque chose comme 6000 tests par jour. Oui, c'est ça. On tandis qu'en Ontario, ils ont de la misère à en faire. C'est pas qu'on en a plus. Non, mais c'est que 6000 personnes sont comme traitées. 6000 tests sont traités par jour. En Ontario, ils sont à 2000 à peu près, si je ne me trompe pas. Fait que, tu sais, c'est extrêmement inégal comme traitement. Puis, malheureusement, ben, tu sais, moi, je suis complètement pour les plus petites unités de pouvoir possibles qui aient suffisamment de pouvoir pour pouvoir gérer leur localité. Mais le fédéral n'a pas été capable d'influencer pour le mieux chacune des provinces. Puis au final, ben, on reste en ce moment avec autant d'inégalités d'une province à l'autre. J'aime bien mieux être au Québec aujourd'hui que d'être dans pas mal n'importe quelle autre province. Ouais. Mais en même temps, ça en dit long sur le système qui existe dans les autres provinces. Parce que si on regarde la Constitution, à la base, le fédéral, sa job, c'est pas mal ce qu'il fait. L'armée, puis le pouvoir de dépenser, puis les affaires étrangères. Donc, tu sais, c'est un peu normal de s'en remettre aux provinces, puis faut pas voir ça en termes d'opposition entre le fédéral puis les provinces puis les villes, mais plutôt un trickle-down, un peu. Le fédéral investit, stimule l'économie, tout ça. Les provinces gèrent tout ce qui est système de santé, tout ça. Puis après, ben, les villes vont gérer tout ce qui est proximité. Puis c'est un peu... Tu sais, oui, ça prouve que le système fédéral a certaines lacunes, mais en même temps, ça prouve comment ça peut marcher. Parce que si les autres provinces ont des gouvernements provinciaux un peu moins sur la coche que nous, ben c'est quelque chose qu'ils doivent, eux,
régler de leur bord. Puis nous, on peut pas être responsable de leurs lacunes à eux. Oui, absolument. J'aurais pas voulu me retrouver dans un pays où le fédéral avait beaucoup plus de pouvoir, puis que le Québec, on n'aurait pas pu prendre ces décisions-là. T'sais. C'est ça, même en étant un partisan du système fédéral, je suis 100% pour une dévolution de pouvoir. Mais tu sais, c'est parce que c'est interrelié d'une façon très étroite, là, tous ces éléments-là. C'est qu'on a beau mettre en place de notre côté, puis on l'a vu, là, ça a été ça la démonstration. Puis ça, là-dessus, c'est pas de tomber dans l'insulte de le ressouligner. Il y a eu, c'était réellement problématique de voir que malgré toutes les mesures qu'on mettait en place, il y avait encore une brèche importante au point de vue de la gestion des frontières. Revenons, ça nous amène à l'international. On parle de frontières. On a une frontière commune assez importante avec nos voisins du Sud qui, honnêtement, je suis inquiet pour eux. Ils ont un premier ministre. Ils ont un président actuellement qui exprime des doutes sur les mesures de restriction. Tu sais, quand on voit à quel point c'est important que ces mesures-là soient prises au sérieux, c'est un élément que je trouve absolument effarant. Le Sénat américain est incapable de passer un stimulus économique de stimulus économique je m'excuse parce que je lisais la note puis je l'aurais peut-être pas dit de même, mais c'est pas grave de passer des mesures économiques on dit quoi? On dit 1 billiard LP en français. En français, sans aucune partisanerie. Donc, encore une fois, voyez-vous, c'est cette espèce de point-là, encore une fois, il vient un temps où c'est inhumain de faire de la politique. Le sénateur Rand Paul qui a pogné le coronavirus, qui est allé travailler quand même en attendant d'avoir son test, c'est absolument je veux dire, je lis ça puis je suis comme, ben voyons tout. Il est allé au gym puis il compte pas tout à fait vraiment s'isoler. Dans le monde, on dit qu'il y aurait actuellement 82 000 cas. En Italie, 64 000 cas. Aux États-Unis, la courbe devrait battre toutes les autres courbes. Elle est actuellement à 45 000 cas. La Chine et le Japon commencent à réouvrir. On lit à travers les médias sociaux, sur Reddit, sur Imager, par exemple, on voit que des citoyens chinois qui communiquent d'une façon indépendante, qui crient à l'humanité de ne pas tout à fait croire ce que l'on voit au point de vue de la réouverture de la Chine. Donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Mais il semblerait que ça va quand même mieux. Ronnie, c'est quoi ça, 1 billiard de dollars, honnêtement, pour vrai? Là, je ne serais même pas capable de vous dire qu'est-ce que ça veut dire, tellement que ça semble important comme chiffre. J'en ai absolument aucune idée c'est quoi 1 billiard de dollars. Ça a juste l'air d'un gros nombre qui est comme Donald Trump dit, huge, puis ça va sauver tout le monde, puis c'est génial. Puis pour vrai, je sais pas ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont été tellement négligents, tellement que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est en train de prendre un leadership incroyable. Puis je me sens vraiment mal pour lui parce que comme il a aucune idée de ce qu'il peut faire en ce moment, puis il est pogné avec ce président-là qui est genre... Il doit vraiment s'ennuyer de Barack Obama, c'est ce que j'ai à dire. Excuse-moi, René, il faudrait que tu t'éloignes une petite affaire de ton micro pour la suite. Excuse-moi. Mais j'ai vu les efforts de Cuomo. Ouais, là, c'est super bon comme ça. J'ai vu les efforts de Cuomo, puis il est en train de prendre un leadership à travers ça, puis on en revient quand même toujours au volet politique qui devrait lui servir dans le futur. Mais je pense qu'il est vraiment pas là actuellement. Lui, il est en train de vivre, il est en train de voir apparaître une crise incroyable. Au point de vue des ressources, je pense que c'est pourquoi il y a des ressources égales à des États qui ont même pas la moitié de ces cas. Puis le fédéral fait rien de probant pour l'aider. Louis-Philippe, c'est quoi ta lecture de ce qui se passe en ce moment au point de vue américain? C'est quand même décourageant, là, comme vous le dites, là, mais tu sais, on voit, si je ne me trompe pas, les républicains là, qui boquent devant le package de stimulus de 1 billiard de dollars. Ou 2, ce que j'ai même vu 2 aujourd'hui. En tout cas, peu importe. On n'est pas à 1 billiard près. Là, tu ne commenceras pas à nous... hey. Mais en ce moment, ce qu'on a, c'est 1 billiard plus ou moins 1. Donc, à l'occurrence, 0.
Mais supposément que les démocrates, ils proposent un package trop vert. Fait que, tu sais, dans leur projet de loi, ben, ils veulent réguler les émissions de gaz à effet de serre des compagnies aériennes, si je me trompe pas. Tu sais, des trucs dans le genre. Mais, fait que je sais pas si c'est entièrement les républicains qui ont la faute parce que, oui, les démocrates, ils profitent de cette crise-là pour essayer de faire passer leur agenda. Moi, je suis tout à fait d'accord avec leur agenda pour plusieurs cas, mais au final, ils connaissent la game, puis on dirait qu'ils ont refusé de la jouer, puis de juste proposer quelque chose qui allait faire l'unanimité. Ça se peut. J'ai l'impression que cette thématique-là qui s'est installée tout au long de la soirée, les gars, la politique est en train de détruire le monde? Je me dis, je suis soudain. T'sais, la mission des engagés publics, valoriser l'implication en politique. Constat final, la politique détruit le monde. mais je sais pas, tu sais, pour moi, par rapport aux États-Unis, le coronavirus, ça brise le rêve américain. Fait que, tu sais, les Américains, ben, sont destinés à faire de grandes choses, puis à être le peuple dominant, le peuple choisi par la volonté de Dieu. Ils sont pas supposés de pouvoir succomber à un truc dans le genre, là, tu sais, comme dans le temps de la peste, là. Si t'es malade, ben, c'est à cause du châtiment de Dieu. Moi, je pense que ça cadre pas bien avec la compréhension américaine de c'est quoi les États-Unis, d'avoir le coronavirus, puis sont non seulement incapables de le gérer, mais individuellement. Je suis un peu déçu quand même de voir, c'est un euphémisme, de voir de la façon qu'ils gèrent ça, parce que honnêtement, moi j'ai admiré des États-Unis pas mal plus factuels puis pas mal plus efficaces. Tu sais, ramenons-nous aux efforts de guerre lors de la Deuxième Guerre. On a un peuple qui est capable encore une fois, de se revirer de base sur un dizaine puis de déployer une force industrielle incroyable pour atteindre ses objectifs, faire des sacrifices, regarder la réalité en pleine face pour justement y faire face. Puis là, soudainement, on se retrouve face à des considérations qui sont en train de faire un mal irréparable à l'ensemble, à la planète. Tu sais, souvent, les Américains, on le sait, c'est autant la solution que le problème, ou l'inverse, c'est autant le problème que la solution. Là, il va falloir qu'ils ils ont quand même cette responsabilité-là. Ils ont couru après longtemps, puis je veux dire, ils en ont été dignes longtemps d'être le fer de lance des solutions. Je les attends là. C'est là qu'on les attend. J'aurais vraiment le goût des poignées par les épaules. Puis, man, t'es où? Tu te passes avec toi? T'étais cool dans le temps. Je pense qu'en ce moment, il y a un problème d'intérêt économique là aussi. Là. Faire la guerre, c'est juste positif là, économiquement. Là. Tandis que renvoyer tout le monde chez eux puis que personne travaille, c'est pas très, très avantageux économiquement. Fait que, tu sais, je pense qu'ils sont pognés dans le cas où est-ce qu'ils veulent rassurer le plus possible en disant qu'il n'y a pas de problème, parce que s'ils disent qu'il y a un problème, ben, leur économie ne va pas fonctionner. On est dans le jazz à une autre échelle. Parce qu'avec le maire qui ne veut pas fermer la plage, tu sais, puis c'est complètement débile. Ronnie... c'est exactement ça. Ronnie, ça va nous amener... Ça va nous mener où, toi? C'est toi qui vas nous l'expliquer. Ça va nous mener où, tout ça? Écoute, pour vrai, je sais vraiment pas, là... Ce que je vois aux États-Unis, là, c'est vraiment... Bon, pardon. C'est vraiment que, dans le fond... Ronnie vient de tomber en bas de sa chaise avec son je paniquais, je cherchais mon chargeur d'ordi, je l'ai retrouvé. Dans le fond, honnêtement, je comprends... Je suis vraiment... J'arrive pas à comprendre ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est vraiment... C'est le pays qui... non seulement aurait pu se protéger le plus facilement, c'est le pays qui aurait pu aider beaucoup d'autres pays dans le monde, puis qu'ils soient rendus où ils sont rendus, puis qu'ils sont sur le bord de devenir un des épicentres de l'épidémie, de la pandémie. C'est vraiment surréaliste. Puis, tu sais, on a un président qui a essayé d'acheter une compagnie allemande pour avoir l'exclusivité du possible vaccin qu'ils sont en train de développer. Ça dit tout, là. Ça dit vraiment tout. Ça a-tu été confirmé, ça? C'est factuel? Ouais, ça a été rapporté. C'est incroyable. C'est juste ça, ça dit absolument tout. Ça dit absolument tout. C'est tellement pas digne de... Rappelez-vous, les États-Unis des années 60, c'est comme absolument incroyable.
Ah oui, je m'en souviens. Moi aussi, je m'en souviens. Rappelez-vous ces fameuses États-Unis des années 60. Je me souviens du film 13 jours avec Kevin Costner. Ah oui, puis que factuellement doit être 100% Non, vrai. c'est ça. OK, écoutez, en attendant, ce qu'on a à faire, nous, c'est de rester tranquille chez nous, de ne pas propager le virus. On attend la fin du monde, tranquille, à la maison. C'est tout pour cet épisode, pour notre épisode de cette semaine. On en retient que la politique détruit l'univers. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur SoundCloud, sur Spotify. Surtout, tenez pas compte de ce que je viens de vous dire. C'est pas vrai, probablement que dans des bien appliqués, la politique est un outil incroyable pour nous. On en a la preuve au Soyons Québec. contents de vivre au Québec. Ah oui, ça, on Absolument. l'entend beaucoup. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais un ami, en fait, c'est un engagé public, c'est Clément Laberge, me faisait remarquer cette semaine à quel point le libellé fier d'être québécois et a été dit régulièrement et souvent. À tout le monde en parle cette semaine. Ce qui n'est pas chose qu'on est habitué d'entendre dans les dernières années avec notre fameuse mauvaise habitude à toujours s'auto-flageller. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter. Le lien est super évident. Pourquoi pas. Ouais. Sur YouTube, on est aussi sur Instagram. Engagez-vous en visitant notre site web. En fait, le meilleur engagement que vous pouvez faire en ce moment, c'est de juste rester chez vous. Puis Ça va vous donner le temps de regarder le site web. Ouais. ça va vous donner le temps de regarder le site web. Et consommer local le plus que vous pouvez. Oh man, quel bon call. Bravo, Ronnie. Effectivement, sans blague, consommer local. Puis consommer local, c'est aussi écouter les 99 autres épisodes des engagés publics. Donc, on vous remercie. Le papier de toilette cascade. Le papier de toilette cascade. Faites-vous des forteresses. Puis d'ailleurs, la compagnie Pure Vodka, qui est une compagnie québécoise, produit maintenant non seulement de la vodka, mais maintenant du nettoyant à main. Du désinfectant. Je pense que la localement, compagnie aussi, les Fils du Roi font la même chose. Il y a plusieurs entreprises d'alcool québécois qui s'y sont mis. Puis, c'est vraiment... Il y a des belles initiatives actuellement qui redonnent foi en l'humanité, hein, c'est ce qu'on dit. Qui croirait que la CAQ ferait de l'organisation de l'économie, de l'organisation du travail, puis des belles mesures de gauche de même. Ben moi, ça là-dessus, on pourra prendre la peine d'en reparler, mais cette image-là de droite, ça leur a servi juste à aller chercher le vote de droite, parce qu'en réalité, quand tu regardes leur politique réelle, moi, je les trouve pas vraiment à droite. Puis ça, on pourra en reparler. Ils sont pratiquement moins à droite que les libéraux dans bien des aspects. Puis ça, je ne vais pas faire fâcher Ronnie. Donc, on aura l'occasion de chicaner. On aura l'occasion de chicaner là-dessus lorsque tout le monde sera guéri en santé puis que ça soit ça notre plus gros problème. Imaginez comment on va être bien, mais que ça soit ça notre plus gros problème. On va-tu être mort de rire? L'humoriste Arnaud Soli disait, vous rappelez-vous quand le plus gros problème, le gros sujet de l'heure, c'était le linge à Catherine Dorion? Ben, c'est clair, tu sais, c'est comme, m'ennuie-tu de ça? Moi, je veux voir le monde se déchirer pour les t-shirts ou n'importe quoi. Le coton ouaté de n'importe quel politicien, ça serait un vent de fraîcheur incroyable à côté de ce qu'on vit actuellement. Alors, D'ailleurs, à la place d'une tuque, porter des gants, ça va suffire. Puis une tuque. Mais en fait, là, il fait plus trop froid, donc ça va. Ouais, on espère pouvoir en profiter un peu. Donc, à la semaine prochaine. Hey, Denis, ça finit pas ton émission. Ben, je sais, je voulais la terminer, mais j'ai comme pas le goût. J'ai du fun. C'est le fun. C'est comme plus fun maintenant que tantôt. C'est comme... J'aurais voulu vous parler de la Syrie, mais la Syrie? On regardera ça pour... OK. Ah non, je pense que c'est important. C'est un sujet intéressant. Moi, j'ai l'impression de toute façon, en plus, que l'information dans le contexte actuel, dans certains... J'en ai fait un peu référence tantôt par rapport peut-être à la Chine. Puis je le dis vraiment, là, je mets des gros gants blancs en amenant ces propos-là. On va attendre de voir ce que la réalité puis ce que les confirmations vont nous dire. Mais il semblerait qu'on vit une situation de censure aussi en Syrie. Ronnie, vas-y, je t'écoute. Ben, rapidement, là, je vais pas prendre trop de temps, mais dans le fond, la Syrie, c'est à côté de l'Iran, qui est un des épicentres. Puis, semblerait qu'ils aient confirmé leur premier cas de COVID-19 seulement hier, ou avant-hier, ce que je trouve assez surréaliste. Mais quand tu creuses un peu plus loin,
tu comprends qu'il n'y a pas vraiment de tests qui se font là-bas parce que tu sais c'est un pays qui est en guerre. Je veux dire, oui, le pire de la guerre est passé, il y a beaucoup moins de morts là, par mois, tout, mais il y a quand même des gens qui sont déplacés dans les camps de réfugiés. Tout ça, le bordel est pas fini là. Puis un seul cas à côté de l'Iran, alors qu'il y en a en Irak qui est avoisinant aussi. C'est dur à croire. C'est dur à croire. Donc là, quand tu creuses un peu, ben Vice a fait un article que je vous invite tout le monde à aller lire d'ailleurs, qui relate que les travailleurs dans les camps de réfugiés, les humanitaires, auraient voulu tester, mais ils n'ont pas de tests, ils n'ont pas accès. Le gouvernement syrien ne laisse pas les tests arriver dans les camps de réfugiés, tout ça. Donc, c'est leur pire crainte, c'est que de tester puis découvrir que dans le fond, la majorité ou plein de réfugiés dans les camps, plein de gens en Syrie ont la COVID-19. Puis ça, là, ça me fait mal parce que, tu sais, c'est mon pays, le pays d'origine de mes parents, tu sais, qui va se faire ravager probablement par cette maladie à cause de cette censure. Puis ça rappelle beaucoup la grippe espagnole de 1918, qui porte son nom d'ailleurs, comme Laurent Turcot l'expliquait, parce que l'Espagne, c'est le seul pays qui en a parlé et qui n'a pas censuré le fait qu'il y avait cette maladie-là. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit que même près de 100 ans plus tard, le même effet de censure, tout ça est encore présent. Donc, tout ça pour dire, je suis content de vivre au Québec. Je transmets ma solidarité au peuple syrien, qui est celui de mes ancêtres. Puis, dans le fond, je souhaite que ça se passe le mieux possible pour eux, mais ça augure pas bien, là, considérant qu'ils sont à côté de l'Iran, puis la région, puis tout le trouble qui vivait déjà. Donc, je suis fier de nos institutions en ce moment, puis il faut défendre notre liberté de presse. Puis d'ailleurs, bravo à nos journalistes qui nous gardent informés. Voilà, c'est ça. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Écoute, tout ce que je pourrais ajouter suite à ces propos serait superflu et malvenu. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, les gars. Je souhaite une bonne semaine à nos auditeurs. Puis, soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour écouter un autre groupe, un autre gang, des engagés publics, des tripeux qui s'installent à toutes les semaines, 1 heure, 1 heure et demie, pour parler de l'actualité, pour parler de politique et pour échanger, partager leurs états d'âme. Merci et à la semaine prochaine.